Bonjour, bienvenue dans cette rétrospective sur les systèmes monétaires anciens. Hier, on a vu l'époque des pièces de métal à l'effigie de guerriers. Aujourd'hui, j'ai prévu l'argent dématérialisé du XXe et XXIe siècle. Quand on parle d'argent, on parle bien de l'outil qui a permis à nos ancêtres d'évoluer, en facilitant leurs échanges, en permettant à tout un chacun d'épargner et de pouvoir investir ou dépenser comme bon leur semblait. Oui, certains l'ont vécu comme cela. Toutefois, l'argent n'a pas créé les échanges. Les humains sont interdépendants et se font toujours appel les uns aux autres. Ce que l'argent a facilité, c'est la commercialisation de ces échanges. Pour accéder à tout ce que la Terre peut offrir, les ancêtres avaient le choix entre le nomadisme ou la création de l'import-export. L'argent a aussi servi à cumuler des capitaux, donc à créer de grandes industries. Et ceux qui concentraient les capitaux obtenaient de grands pouvoirs. Mais surtout, l'argent a été mis entre toutes les mains. En ne donnant que des miettes à certains, ceux-là ont dû travailler très dur pour survivre, et au profit des mieux nantis, c'est-à-dire ceux qui avaient beaucoup d'argent. Mais malgré les injustices, en donnant un pouvoir monétaire à tout le monde, même infime, l'argent est devenu la substance virtuelle la plus addictive au monde. C'est quoi une injustice ? C'est un déséquilibre que l'on désapprouve. La justice était l'idée qu'on peut toujours chercher à équilibrer n'importe quelle situation de manière satisfaisante. À partir de cela, les ancêtres créèrent des règles impératives appelées le droit. Ils créaient des répertoires d'actes et d'attitudes admis ou refusés pour préserver une sorte d'équilibre acceptable et durable entre les rapports de force. Ils appelaient illégal ce qui était interdit. Mais nous constatons, au sujet de l'argent notamment, que ça ne fonctionnait pas. Leurs règles de distribution ne respectaient pas tout le monde, gavant les uns et affamant les autres. Et cela sans qu'il y ait une moralité irréfutable et logique à cela. On ne parle pas de petits avantages ou désavantages, on parle de démesure totale entre les plus pauvres et les plus riches. J'ai parlé d'injustice car ils agissaient contradictoirement avec le vœu d'équilibre. Et pour faire croire que la répartition était juste, ils avaient développé un mensonge autour du mérite. Mais, en plus de contrôler la population par la légalité, autre chose se jouait, de plus profond. Étant donné que durant des millénaires, la maladie, la mort et la misère les ont frappés sans qu'ils y voient une explication, ils développaient le concept de justice pour se sentir plus évolués que le contexte dans lequel ils vivaient. Disons qu'avec l'argent, certaines lois et des armes, ils créèrent de puissantes séparations et rompirent presque complètement avec l'amour universel. Mais il y a toujours eu des humains pacifiques et généreux. Il y a eu de beaux parcours un peu partout, tout le temps. Par exemple, des personnes qui ont pratiqué le prix libre et conscient, des personnes qui ont utilisé l'argent pour faire fonctionner des entreprises ou des associations remarquables. Leur société était-elle folie ou sagesse ? Elles ont surtout posé un cadre qui a été utile à beaucoup de monde. Leurs lois dépendaient des vainqueurs, d'une bataille électorale, militaire, médiatique ou du bouche à oreille. Mais leurs lois de tous bords, y compris celles d'apparence généreuse, avaient tendance à figer des choses plus longtemps que nécessaire. Par exemple, en ayant légalisé la course au toujours plus, ils avaient gravé dans le marbre la compétition permanente. Les lois organisant un impôt d'un côté et des allocations de l'autre côté n'étaient généreuses qu'à court terme. Elles ne changeaient rien au problème, à savoir que l'avidité ne peut pas générer une société durable et harmonieuse. Sur le long terme, le fait de survivre grâce à une allocation ne faisait que rendre encore plus de gens dépendants d'un système qui avait contribué à les rabaisser. Ah, je comprends mieux pourquoi quand on est enfant,
on nous enseigne autant à ressentir notre sentiment de justesse intérieure. C'est pour continuer à vivre sans chef et sans technocratie. Et est-ce vrai qu'ils comptaient tout au centime près ? Oui, il y avait même des métiers de comptable pour cela. Là encore, le besoin de compter n'était qu'une étape dans l'apprentissage de la fraternité. Sur le long terme, seule la générosité nous unit. Aujourd'hui, grâce à notre conscience, nous n'avons plus besoin d'argent ni de droits du commerce. Nous agissons avec justesse. Nous avons un troisième œil, un cœur et un rat en pleine santé. Mais autrefois, il fallait bien que l'humanité se développe avec les moyens du bord. Il fallait bien qu'ils vendent et achètent pour survivre. Il fallait bien qu'ils aient un cadre législatif pour ne pas s'entretuer à tout bout de champ, non ? Certains avaient compris que la finance internationale était entachée de sang et de métaux lourds, alors ils ont créé des monnaies locales. Ces initiatives leur ont permis de communiquer sur ces sujets, elles ont été le support d'une réappropriation de l'économie. Ils ont commencé à sortir de ce qu'ils nommaient le système, c'est-à-dire leur imbroglio politique, culturel, médiatique, guerrier, industriel et tout ce qui allait avec. On ne s'explique pas très bien pourquoi l'humanité a perdu sa fraternité aussi longtemps. Certains psychohistoriens font l'hypothèse que l'attrait des gens pour les conquêtes et les accumulations en tout genre était un effet miroir. Leur politique économique aurait été le reflet de leur mental. Le mental, c'est la partie mécaniste de l'esprit. Ils tentaient de dominer leur conscience pour se rassurer face à ce qu'ils ne savaient pas gérer. Les émotions induites par le corps, les perceptions extrasensorielles inhabituelles, les angoisses et les traumas pas encore guéris. Mais aussi les injonctions paradoxales de l'éducation, c'est-à-dire les demandes contraires formulées à l'enfant. Il reste de nombreux voyages temporels à mener pour mieux comprendre l'humanité d'autrefois. Tant que leur conscience d'eux-mêmes se confondait avec leur corps, leur territoire, leurs objets, leurs habitudes, leurs croyances et parfois même avec les enfants issus de leur gène, ils étaient dans le matérialisme. Beaucoup oubliaient toute l'énergie et la subtilité qui font aussi la vie. Leurs hiérarchies ont donc été créées à partir d'un imaginaire étroit de ce qu'est la vie. Et ceux qui voulaient sortir de ce qu'ils nommaient le système ont fait de même. Leur plus populaire leader rêvait d'un mythe. Ce mythe, c'était de libérer le peuple du joug d'une poignée de mauvais dirigeants, sans jamais interroger ce qu'était vraiment le peuple, passant à côté des origines antédiluviennes du mot. Depuis, nous nous sommes intéressés à comprendre pourquoi nous étions apparus sur Terre et pour accomplir quoi. Pourquoi ne s'organisait-il pas avec les principes de la géométrie organique ? Parce qu'ils ne les connaissaient pas, excepté quelques visionnaires qui ont fondé des communautés en marge du système dominant. On a besoin de ressentis assez complets pour entrevoir la cohérence de la vie, a fortiori pour organiser une société où il fasse bon vivre. Certains comprenaient la relation toxique entre les idées reçues, l'insatisfaction, la surconsommation et les conflits. Autrement dit, comment les récits et règles collectives amenaient à s'autodétruire. Pour sortir de ce carré dramatique, ils cultivaient l'intuition, la justesse intemporelle, l'expression guérisseuse, l'agapé en tout lieu, le toucher consenti et la coopération. Autrement dit, ils se reconnectaient à la vie dans ce qu'elle a de plus subtil, harmonieux et vrai. Ils apprenaient à coexister avec respect, donc avec un ego revenu à sa place. Ils bâtirent les bases de la philosophie que l'on pratique aujourd'hui. Ils prenaient le chemin de la vie à bras-le-corps, sans jamais accuser à tort, sans rabaisser aucun humain ni mépriser aucune vie. Au sein même de leur système hiérarchique, certains se démenaient pour le faire évoluer. Je pense à la loi de la fin de la justice punitive au profit de la justice restaurative, c'est-à-dire la fin de se croire autorisé à faire du mal sous prétexte de justice, et la volonté de créer une société qui se parle et qui résout ses problèmes. Je pense à ces conseils municipaux qui ont gelé des projets immobiliers pour tendre vers la suffisance alimentaire de tous les habitants d'une ville, par une agriculture biologique et coopérative bien sûr. Je pense à cette ministre
qui a introduit au collège de nombreuses heures de vie pratique en milieu naturel et semi-sauvage. Ce programme a aidé beaucoup de gens à sortir de la dépendance industrielle et à développer leur aptitude à vivre en harmonie avec les cycles naturels. Il ne s'agissait pas d'apprendre un repli sur soi survivaliste et guerrier, mais bel et bien d'un accès pour tous à un réalignement joyeux et solidaire avec la vérité du corps humain. Je pense à la généralisation des bibliothèques vivantes pour que chacun puisse aller à la rencontre de quelqu'un de très différent et apprendre à le respecter. Je te donne une séquence mémorielle à écouter plus tard si tu veux pour compléter. Quelques questions fondamentales sous-tendaient un peu tous les rêves d'émancipation. Qu'est-ce que la vie ? Quels sont nos buts individuels et collectifs ? Et les tout nouveaux projets politiques commencèrent par se demander « Qu'est-ce qu'un pouvoir sain ?» Merci pour ces échanges. Maintenant, je vais dormir. J'ai envie d'une source d'inspiration alternative. Je m'en vais dans le parc naturel. Tu veux dire le parc réservé exclusivement aux animaux ? En quel animal vas-tu te changer ce soir ? En marmotte. À demain. Hi-ha ! Oh, quel est donc ce vaisseau spatial ? Un modèle que je connaissais pas ? Oh mais il me capture ? Personne n'est supposé voir mon vaisseau. Pourtant toi, tu l'as fixement regardé. Pourquoi m'as-tu aspiré plutôt que de gentiment m'inviter à bord ? Parce que tu es une menace si tu peux me détecter. Personne ne devrait être en mesure de me voir, alors pourquoi toi tu as pu ? Serais-tu capable de percevoir les choses cachées ? Et toi ? Serais-tu une personne frustrée ? Mais oui, je le suis. Jadis, j'étais le maître absolu de l'humanité. Durant des siècles, j'ai façonné vos esprits, retournant vos rêves de conquête et d'enrichissement à mon avantage. Et comment as-tu pu façonner l'esprit de mes ancêtres ? Facile. J'ai déformé les messages qu'avaient laissés ceux que tes ancêtres nommaient les prophètes et je contrôlais les institutions. Je vous incitais à vous reproduire pour mieux m'amuser, à vous voir vous autodétruire dans des guerres au prétexte que je fabriquais et que vos dirigeants, médias et réseaux sociaux répétaient. Je disposais de toutes les richesses imaginables parce que vous étiez assez soumis pour accepter le capitalisme marchand et vous rendre mutuellement esclaves. Je supervisais toutes les devises et j'en tirais des bénéfices énormes. Aujourd'hui, plus rien. Vous avez bénéficié de cette conscience qui vous ouvre les vrais yeux. Vous ne convoitez plus, vous ne faites plus la guerre. Vous êtes heureux, sans violence addictive, et donc vous ne me servez plus. Tu as accumulé beaucoup d'argent. Tu as eu ce que tu voulais, non ? Non, mais ça sert à rien d'avoir de l'argent s'il n'y a pas des pauvres prêts à travailler pour en gagner. Et j'ai accumulé assez d'armes, du temps où vous en fabriquiez, pour tous vous éliminer. Tu aimes dominer ? Que gagnerais-tu dans un tel acte ? J'aime retourner au début du XXIe siècle. C'était l'apogée du capitalisme et de ma richesse. Retournons-y. Partout sur la planète, depuis des siècles, je vous avais divisé en pays.
Regarde, vous étiez si divisés et à tant de niveaux que vous mettiez au monde des enfants avant même que de songer à vous assurer que les enfants précédemment nés recevaient l'amour et la protection dont ils avaient besoin. Vous n'aviez aucun respect pour les équilibres démographiques, environnementaux, spirituels, etc., etc. C'est bien pour ça que je pouvais vous manipuler sans inquiéter les hautes sphères. En clair, à partir du moment où vous vous sabotiez vous-même, les lois universelles ne m'empêchaient pas de vous saboter à mon tour. J'ai appris ou déjà vu dans des voyages que certains humains te résistaient. Ils méditaient, ils étaient joyeux sans rien consommer, ils étaient sincères, aimants, courageux. Ils se mobilisaient contre les guerres, contre les grands projets inutiles, en protégeant des zones naturelles. Ils étaient solidaires aussi via des associations de proximité, des syndicats et des programmes politiques altruistes. Ils créaient parfois des jardins zen pour s'apaiser quotidiennement et ils partageaient leurs objets, surtout dans des habitats groupés. Après un détour par une agriculture et une médecine nocive, de plus en plus revenaient à de l'agriculture et des soins sensibles et à de la permaculture. Ils se sont mis à protéger le bien-être animal et humain. Ils apprenaient à coopérer, sans introniser de chef, ils s'entraidaient, partageaient leurs savoirs et leurs amitiés. Ils ont même créé des monnaies locales. Les monnaies locales, elles ne m'ont jamais menacé, hein. Pourquoi donc ? En délaissant tes monnaies truquées, ils empêchaient la capitalisation internationale, celle-là même qui te permettait de vivre dans le luxe, dans n'importe quel pays soumis à tes règles. En échangeant dans un réseau de confiance, ils délaissaient le marché international, ce marché qui focalisait l'attention sur le prix et qui occultait toutes les conditions éthiques et environnementales de la fabrication. De 1, leur monnaie locale était incompatible avec leurs besoins de sécurité militaire, de réseaux de transport et réseaux informatiques efficaces. Pour ça, il fallait obligatoirement des devises internationales. De 2, toutes les monnaies, locales y compris, les obligeaient à compter. La valeur imaginaire de chaque acte donné et chaque acte reçu, ça occupait tout leur cerveau. Ça aboutissait invariablement à des niveaux de vie différents entre eux. Pourquoi ? En fonction de leur capacité productive ou de séduction. J'ai contribué à ce que les ingénieurs de l'industrie et de l'armement gagnent plus pour servir mes intérêts, mais la question n'est pas ce que j'ai fait, elle est plutôt pourquoi tes ancêtres ont collectivement admis tant d'injustices, de manque d'équité entre eux ? Toutes les monnaies, y compris locales, étaient un outil favorisant une domination de type « tu as ceci que je veux, j'ai ceci que tu veux, et je vais obtenir beaucoup en te donnant peu ». À cette époque, quand il disait « je veux ceci », il ne s'agissait pas de la volonté unifiée qui t'anime, mais celle d'un ego fractionné et contradictoire. Pas tout à fait. Toi, à ton époque, tu ne cherches jamais à écouler un produit ou un service pour survivre ou pour dominer. Tu ne donnes aucune valeur marchande à ta générosité. Tu donnes, tu reçois, et tout ça sans compter, et il n'y a jamais aucun abus, ni dans un sens ni dans l'autre. Tes ancêtres, eux, cherchaient toujours à tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient, comme moi. C'est bien parce qu'on avait des points communs que j'ai pu les dominer. Nous jouions le même jeu, mais j'avais 1000 coups d'avance. De 3, si leurs alternatives commençaient malgré tout à devenir populaires, je faisais un reset, en plaçant au pouvoir un dictateur ou en créant une guerre ou un simple conflit qui dégrade le climat social. C'était facile, ils prenaient des décisions sur le court terme sans jamais évaluer leurs choix sur le long terme. Quel drôle de rêve! Je n'aime pas du tout cette idée de complot contre nos ancêtres. Je vais réaliser une série avec des paysages de montagne. Je leur raconterai notre époque. Je l'appellerai « Je viens du futur ». Écoutons cette fameuse séquence mémorielle. Certains s'engageaient pour l'accès à une contraception naturelle. Certains s'engageaient pour abandonner les technologies dévastatrices, proposer des outils pour vivre heureux en arrêtant de tout bousiller. Certains s'engageaient pour un journalisme indépendant des institutions et des actionnaires.
Certains s'engageaient pour des câlins gratuits, pour que l'affection existe en dehors de toute séduction ou emprise possessive ou commerciale. Certains s'engageaient pour le droit d'être sans vêtements, en créant dans chaque territoire des endroits publics où être naturellement soi, dans un total respect de chacun et de l'environnement. Certains s'engageaient pour inspirer la méditation plutôt que la distraction incessante. Certains s'engageaient pour l'acceptation des personnes hors normes, au lieu de banaliser les insultes diverses et les fascismes. Certains s'engageaient pour le combat en lutte des classes, mais cela comportait le risque de se diviser et de confondre pauvreté et sainteté. Alors sont apparus des mouvements de décroissance joyeuse. Leur action consistait d'abord à trouver le bonheur, dans la clarté intérieure et dans la fraternité. Et ensuite seulement, ils réduisaient leur course aux richesses matérielles parce qu'ils n'en avaient plus l'appétit. Sans s'opposer frontalement aux puissants, au moins ils ne croyaient plus aux récits collectifs toxiques et ne les entretenaient donc plus. Mais même ceux qui étaient sur tous les fronts à la fois n'avaient pas nécessairement compris les causes psychiques et superstitieuses des agissements qu'ils combattaient. Ils n'avaient pas forcément conscience des influences constellaires, des inconscients communautaires, des héritages invisibles, des effets miroirs, etc. Les changements trop brutaux induisaient des retours en arrière. Mais les changements compris, acceptés, ont porté leurs fruits. Peu à peu, l'amour inconditionnel a grandi. Avec lui est arrivée une meilleure vue d'ensemble de ce qu'est la vie. J'ai entendu dire que les zapatistes du Chiapas avaient vécu une utopie intéressante aux dates où tu envisages de te déplacer. Mais je ne me suis pas encore rendu par moi-même pour pouvoir t'en parler.